Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'impact de l'élection de Donald Trump sur les politiques douanières. Ce sera dans quelques instants avec Marine François, manager d'Arsène. On parlera ensuite de l'actualité jurisprudentielle en matière de bail commercial avec Julien Chabana, avocat collaborateur senior chez KL Gates. Et enfin, on parlera de la protection des œuvres des arts appliquées avec Sandra Streetmatter, associée chez Franklin. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti! On commence tout de suite cette émission et on va parler de l'impact de l'élection de Donald Trump sur les politiques douanières avec mon invité Marine François, manager chez Arsène. Marine François, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors l'élection de Donald Trump pose de sérieuses questions quant aux politiques douanières et aux conséquences des mesures protectionnistes annoncées. Pour débuter, quelles sont les mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump? Alors effectivement, Donald Trump, il a basé toute sa campagne présidentielle sur un slogan, Make America Great Again, et sur un nom, un mot, j'allais dire plutôt, tarif. Tarif, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est les droits de douane. Et donc on peut constater globalement deux séries de mesures qu'il a évoquées pendant sa campagne électorale, mais qui ont aussi évolué depuis qu'il a été élu. D'accord. La première série de mesures, c'est relative à une règle particulière qui s'appelle la règle de minimis. De minimis, en fait, c'est une règle qui s'applique, elle est connue également sous le nom de franchise Obama. D'accord. C'est une règle qui s'applique à l'importation sur le territoire douanier des États-Unis et qui permet d'importer des marchandises en exonération de droits de douane, si tant est que la valeur de votre importation ne dépasse pas 800 $. Donc aujourd'hui, c'est une valeur qui est très élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Union européenne, c'est fixé à 150 €, par exemple. Oui, en effet. Et donc, aujourd'hui, tous les flux, alors globalement, ça bénéficie aux flux B2C, mais donc tous les flux qui arrivent sur le territoire des États-Unis, sous cette franchise-là, ne payent pas de droits de douane. D'accord. Et donc, le candidat, ancien candidat, maintenant élu président Donald Trump, il a annoncé qu'il voulait supprimer cette franchise. Donc ça, c'est la première série de mesures. Il l'avait annoncé pendant sa campagne électorale. Il n'en a pas reparlé depuis qu'il a été élu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les droits de douane sur des secteurs géographiques particuliers. Je pense qu'on en a un peu tous entendu parler. Il y a différentes zones qui sont ciblées. La première, c'est la Chine. Donc la Chine, pendant la campagne électorale, il avait annoncé vouloir mettre en place des droits de douane de l'ordre de 60%. Il est un peu revenu sur cette position depuis qu'il a été élu et maintenant il annonce donc des surtaxes, c'est-à-dire des droits de douane additionnels qui viendraient en plus des droits de douane qui existent déjà pour la Chine de l'ordre de 10%. D'accord. Donc ça, c'est la première région qui est visée, j'allais dire. La deuxième région, c'est les pays frontaliers. On en a entendu parler également, le Mexique et le Canada. Aujourd'hui, il y a un accord de libre-échange entre ces pays, donc les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donald Trump a annoncé qu'il voulait remettre en cause indirectement cet accord de libre-échange puisqu'il souhaite mettre en place des droits de douane de l'ordre de 25% des produits qui seraient originaires de l'un de ces pays. D'accord. Donc, c'est des annonces, c'est toujours en cours de discussion, on ne sait pas entre ce qu'il annonce et ce qui sera mis en place, ce qui va vraiment se faire. Et on sait qu'il est coutumier de ce type d'annonce, donc on attend de voir concrètement comment ça va se passer. Voilà, et ça peut être aussi un peu un jeu de pouvoir, voir comment aussi il peut aller négocier d'autres choses en contrepartie de l'abandon de ses projets. La dernière mesure qu'il a annoncée aussi sur une zone particulière, c'est les BRICS. Donc les BRICS, c'est 9 pays, ça regroupe notamment le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie. Et donc ces pays se sont regroupés pour envisager la mise en place d'une monnaie commune qui viendrait faire concurrence au dollar. D'accord. Et ce week-end, Donald Trump a annoncé que si cette mesure voyait le jour, il imposerait des droits de douane de l'ordre de 100% sur toutes les importations des produits originaires de ces pays. Pour l'heure, on n'a pas eu de mesures particulières d'annoncer vis-à-vis de l'Union européenne.
D'accord. Alors arrêtons-nous quelques instants sur l'augmentation des droits de douane sur les produits chinois. Quelles conséquences ça aurait indirectement sur la France? Alors, en fait, il faut revenir au triptyque, j'allais dire, du droit douanier. Quand on importe une marchandise sur un territoire douanier, quel qu'il soit, donc par exemple aux États-Unis, vous allez avoir une taxation qui va être déterminée sur la base de 3 piliers. Les 3 piliers, c'est l'espèce tarifaire, c'est-à-dire la catégorie que vous donnez à votre marchandise. D'accord. Par exemple, l'informatique, ce sera catégorisé en 85. Il y a un nombre à chaque fois. Donc vous avez l'espèce tarifaire, vous avez la valeur, c'est-à-dire la méthode principale, c'est la valeur transactionnelle, donc c'est le prix de vente globalement. D'accord. Et le troisième pilier, c'est l'origine. Aujourd'hui, les mesures qu'il annonce vont plutôt viser l'origine du produit. C'est-à-dire que pour une société française qui fabrique ses produits dans des pays visés dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ben, par exemple, une société française, par exemple dans le textile, qui fabrique ses produits au sein de la Chine, et donc qui va avoir une origine chinoise, va être directement touchée par les mesures que je viens de vous Bien citer, sûr. parce qu'en fait, on ne parle pas de la provenance du produit, c'est-à-dire peu importe que votre produit il était stocké dans un entrepôt en France ou dans l'Union européenne, peu importe d'où il est expédié, à partir du moment où il a cette origine chinoise, il sera touché. Et par exemple, si on prend, donc là, on parlait des produits qui viennent de Chine, si on prend en plus un produit e-commerce qui vient de Chine, il se trouve doublement taxé, parce que si on supprime la règle des minimis, il se retrouve taxé alors qu'il ne l'était pas. Et en plus, il se retrouve taxé doublement parce qu'on aurait la surtaxe. Donc, c'est des conséquences financières significatives pour les sociétés françaises qui fabriquaient dans D'accord. ces pays. Et après, il y a les sociétés françaises, j'allais dire, où eux, ils ont une fabrication locale dans l'Union européenne, où pour l'heure, on n'a pas plus d'informations sur la façon dont ils pourraient être taxés. Mais on anticipe qu'aujourd'hui, il nous a parlé de la Chine, il nous a parlé des pays frontaliers. On anticipe que les prochains sur la liste, ce sera très certainement l'Union européenne. Bien sûr. Donc on voit que les entreprises françaises pourraient être touchées indirectement. Est-ce qu'on a une idée des secteurs qui seraient le plus impactés par ces mesures? Bah, on l'a vu le e-commerce, forcément, avec ce risque sur la règle des minimis. Il y a d'autres secteurs à l'époque, au premier mandat de Donald Trump, il avait annoncé certains secteurs qu'il souhaitait voir soumis à droits de douane additionnels, notamment le secteur automobile. Alors à l'époque, il n'avait pas eu l'occasion de le mettre en place, mais c'est un secteur sur lequel il considère que l'Union européenne fournit des subventions ou en tout cas un avantage anticoncurrentiel et donc il avait envisagé de soumettre ce secteur-là à droit de douane. Il avait également parlé du secteur agricole parce qu'il considère que les normes européennes sont trop strictes et que donc elles créent une barrière à l'entrée dans l'Union européenne et donc en représailles, il mettrait des droits de douane particuliers sur ces secteurs-là. Après, on n'est pas à l'abri qu'il aille sur d'autres secteurs. On l'a Bien vu sûr. à l'époque dans l'affaire Boeing-Airbus, où dans cette affaire, les États-Unis et l'Union européenne ont été reconnus comme ayant subventionné ces industries et donc elles ont été autorisées à mettre des droits de douane additionnels également sur des importations. Et en fait, les D'accord. États-Unis, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une espèce de roulotte, j'allais dire, où ils avaient imposé certains secteurs les uns après les autres. Et on avait vu que les cosmétiques avaient été impactés, le vin, le fromage, pas que l'aéronautique. D'accord. Donc on n'est Donc pas à l'abri qu'ils ça... remettent en œuvre ce type de démarche. Aujourd'hui, quelle est la réaction de l'Union européenne? Est-ce qu'on est plutôt dans l'attentisme et quelle pourrait être la réaction de l'Union européenne par la suite? Bah, l'Union européenne, elle est un peu prise en étau, j'allais dire, dans cette guerre commerciale entre les États-Unis, qui sont notre premier client, et la Chine, qui est notre premier fournisseur. Donc aujourd'hui, il y a plutôt, j'allais dire, un attentisme parce qu'on ne peut pas prévoir ce qu'il va mettre en place in fine une fois qu'il sera élu. Et surtout, on ne peut pas remettre en cause, alors, comme lui le fait, mais toutes les règles et les accords de libre-échange qu'on a conclus entre l'Union européenne et différents pays. Donc on est pris entre ce libéralisme et tous les accords de libre-échange qu'on a et aussi un besoin de sécuriser les secteurs stratégiques de l'Union européenne et de pouvoir les protéger avec des mesures type, en fait, en représailles, des droits de douane additionnels pour des secteurs qu'on a vraiment besoin de protéger, comme l'énergie, l'agriculture, etc. On va conclure là-dessus. Merci Marine François. Je rappelle que vous êtes manager au sein du cabinet Arsène. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'actualité jurisprudentielle du bail commercial.
On poursuit cette émission et on va parler de l'actualité jurisprudentielle en matière de bail commercial avec mon invité Julien Chabana, avocat collaborateur au sein du cabinet KL Gates. Julien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va faire un petit tour ensemble de la jurisprudence en matière de bail commercial. Pour commencer, comment la jurisprudence a-t-elle évolué en matière de loyer binaire et la fixation de la valeur locative? Effectivement, il y a eu une évolution très récente cet été, au printemps, à la fin du printemps, avec un arrêt de la Cour de cassation le 30 mai. Mais il faudrait effectivement revenir sur le contexte dans lequel cet arrêt est intervenu. C'est-à-dire que c'est l'issue, ou plutôt une nouvelle pierre à l'édifice d'une construction jurisprudentielle qui date de plus de 30 ans désormais. Parce que c'est un premier arrêt de 1993, de la troisième chambre civile également. D'accord. Un arrêt qui est assez connu des praticiens, qui est l'arrêt Théâtre Saint-Georges, qui est tout simplement venu dire que dans le cadre d'un loyer binaire, donc d'un bail commercial qui stipule un loyer binaire, pour rappel, un loyer binaire, c'est un loyer qui intègre à la fois une partie fixe ou un minimum garanti, et un second volet avec une clause recette, c'est-à-dire une partie du loyer qui est variable en fonction de la performance du preneur exploitant des locaux. La question qui se posait devant les juges était la suivante: à quel point les parties peuvent recourir au juge pour la fixation d'un loyer binaire à la valeur locative. D'accord. La troisième chambre civile est venue répondre par cet arrêt fondateur que le juge ne pouvait pas fixer à la valeur locative un loyer qui avait été stipulé de façon binaire par les parties. Pourquoi ? Tout simplement parce que elle a considéré que les parties, par la stipulation d'un loyer binaire, avaient choisi de s'extraire des dispositions en principe applicables au loyer du bail commercial, qui permettent au juge effectivement de fixer les conditions du loyer en renouvellement à la valeur locative. D'accord. C'est un arrêt qui a été réitéré par la suite, notamment avec l'arrêt Méridien-Montparnasse au début des années 2000. À partir de ce moment-là, la jurisprudence s'est un peu étoffée en précisant les conditions dans lesquelles, puisqu'on était dans une situation où le juge n'avait finalement pas le droit de citer, finalement les juges sont venus adoucir le mécanisme. D'accord. En remettant le juge dans le jeu, si j'ose dire, dans la mesure où les parties visaient les dispositions légales et typiques du statut des baux commerciaux, et également lorsqu'il y avait une stipulation contractuelle expresse qui permettait aux parties de recourir au juge. Alors justement, vous évoquez le rôle du juge. Quel est le rôle du juge dans la fixation des loyers commerciaux binaires dans les récentes décisions? Alors dans cette décision du 30 mai, ce qui est particulièrement important, c'est qu'on voit qu'il y a un effort de la Cour de cassation qui est fait pour à nouveau réintégrer le juge dans le jeu de la discussion. D'accord. Puisque jusque-là, le juge devait vérifier s'il y avait une clause expresse qui permettait l'intervention du juge. Là, à défaut de clause expresse, puisque c'était le cas en présence, à défaut de clause expresse, la Cour de cassation est venue dire d'une façon assez claire que même en l'absence d'une clause expresse, je cite l'arrêt, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. Donc là, on va même au-delà du contrat, on va on va explorer la volonté commune des parties, et donc même des éléments extrinsèques. Donc vraiment une possibilité assez large pour le juge d'intervenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. C'est un arrêt de cassation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait pourtant suivi le corpus jurisprudentiel qui était en vigueur jusqu'alors. Alors on va aborder un nouveau sujet. De nouvelles exigences jurisprudentielles ont émergé concernant l'indemnisation du bailleur pour l'état de restitution des locaux. Quelles sont ces nouvelles exigences? Alors,
Le contexte est également important, puisque c'est un classique, si j'ose dire, du bail commercial. Le plus souvent en fin de bail, le preneur se voit imposer par le bailleur des conditions de restitution qui ont été prévues contractuellement, mais c'est le moment de les dénouer. Or, un preneur peut ne pas... il est possible qu'un preneur rende des locaux dans un état qui n'est pas conforme aux prescriptions contractuelles. C'est des choses qui arrivent, absolument. On peut penser que la solution est assez lapidaire en principe, c'est-à-dire que si je suis bailleur, je retrouve des locaux qui ne sont pas dans un état conforme, il est assez légitime que je demande au preneur des dommages-intérêts devant le juge pour être indemnisé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Alors, c'est l'arrêt du 27 juin 2024, une série d'arrêts, d'ailleurs 3 arrêts, au cas particulier, qui ont fait couler beaucoup d'encre, à juste titre. La question qui se posait devant le juge, c'est une question finalement de théorie générale des obligations. La question est la suivante, le manquement contractuel du preneur peut-il à lui seul permettre au juge d'octroyer des dommages et intérêts au bailleur? D'accord. Sous-entendu, est-ce que le bailleur doit absolument prouver l'existence d'un préjudice? Donc il y avait un débat à ce titre-là. La Cour de cassation est venue désormais harmoniser sa jurisprudence en considérant que, faute pour le bailleur de prouver un préjudice, même si on constate un manquement qui est clair du preneur au contrat, le bailleur ne peut pas prétendre à l'octroi de dommages-intérêts. D'accord. Alors, autre sujet intéressant, la jurisprudence concernant la mise en œuvre de la clause résolutoire. Pouvez-vous revenir sur les subtilités récemment mises en lumière sur cette question de la clause résolutoire? Alors la clause résolutoire, effectivement, est un nid à contentieux en bail commercial. C'est un grand classique. On peut dire que la clause résolutoire, elle tend parfois à devenir une clause de style dans la négociation, alors même qu'elle est absolument importante. Il est absolument important de garder une certaine rigueur dans la rédaction, dans la conception d'une clause résolutoire. Pourquoi? Il y a tout simplement du fait que pour la mettre en œuvre, il faut se baser sur la clause en particulier, puisqu'elle est mise en œuvre dans le cadre d'un texte très spécial du Code de commerce, c'est le L145-41, lequel, par exemple, prévoit un délai d'1 mois pour la mise en œuvre de cette clause résolutoire. C'est-à-dire que vous avez le plus souvent un preneur qui est en défaut de paiement, c'est le cas le plus classique. Bien sûr. Un bailleur va demander le paiement formellement par la voie de l'huissier avec un commandement de payer, par exemple. Ce commandement de payer fait courir un délai d'1 mois, mais on a vu dans la jurisprudence plus ou moins récente d'ailleurs qu'un délai d'1 mois prévu par le texte, ça ne peut pas être confondu avec un délai de 30 jours, par exemple. Ce qui peut paraître anodin, mais ça peut être une subtilité qui met une procédure par terre. D'accord. C'est également une clause qui doit rappeler les manquements qui sont susceptibles d'être sanctionnés. S'ils ne le sont pas dans la clause ou au travers de la clause, on ne peut pas mettre en œuvre la clause résolutoire sur le fondement de ces manquements. Il reste néanmoins une résolution judiciaire outre la clause résolutoire. Mais voilà, c'est également une clause qui est d'interprétation stricte, donc la rédaction est fondamentale pour cette mise en œuvre. On va conclure là-dessus. Merci Julien Chabana pour ce panorama de jurisprudence. Je rappelle que vous êtes avocat collaborateur senior au sein du cabinet K&L Gates. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler protection des œuvres des arts appliquées. On continue ce Lex Inside, on va parler de la protection des œuvres des arts appliquées avec mon invitée Sandra Streetmatter, associée au sein du cabinet Franklin. Sandra Streetmatter, bonjour. Bonjour. On va s'intéresser ensemble à la protection des œuvres des arts appliquées à l'aune de la jurisprudence du 24 octobre 2024. Mais avant d'aborder cette jurisprudence, que sont les œuvres des arts appliquées ? Alors, l'expression œuvre des arts appliqués, elle renvoie aux arts appliqués à l'industrie. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui ont une finalité particulière, industrielle et plus largement commerciale. C'est des œuvres qui sont vouées à être fabriquées
en un nombre d'exemplaires assez important pour ensuite être commercialisées. On les oppose traditionnellement aux œuvres d'art plastique qui, elles, regroupent au fait toutes les œuvres architecturales, picturales et sculpturales et qui ont pour seule préoccupation l'esthétisme sans aucune démarche commerciale a priori. Alors, on va s'intéresser à leur protection. Comment sont protégées ces œuvres des arts appliqués? Alors, les œuvres des arts appliqués peuvent être protégées par plusieurs droits de propriété intellectuelle. D'abord, le premier auquel on pense, c'est le dessin et modèle. Il protège l'apparence d'un produit, donc plus largement les contours, la forme et également les couleurs. C'est tout à fait adapté pour les œuvres d'art appliqué qui sont notamment les objets de design. Pour être protégé, il y a des conditions à remplir. Il faut notamment que le dessin et modèle soit nouveau et qu'il ait un caractère propre. En ce qui concerne la nouveauté, un dessin et modèle est nouveau si aucun dessin ou modèle identique ou quasi identique n'aura été divulgué avant la date de protection accordée, qui est la date de dépôt. Il aura un caractère propre s'il ne suscite pas l'impression de déjà-vu dans son ensemble par rapport à un dessin et modèle qui a déjà été divulgué. Il est protégé par un dépôt. Il peut être français, international ou communautaire. Il est protégé pour une durée de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans et pour une durée maximale de 25 ans. On peut aussi avoir des droits sur un dessin et modèle non enregistré. C'est une protection qui est un peu plus, on va dire, limitée, qui s'applique surtout pour les objets ou l'industrie du textile où on n'a pas besoin d'une protection longue. Après, on a le droit d'auteur, bien évidemment, qui lui protège les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, le mérite ou la destination. Les œuvres d'art appliquées peuvent tout à fait être protégées par le droit d'auteur. Il n'y a pas de dépôt, c'est-à-dire que là, le droit d'auteur naît avec la création et il va durer jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Et il est des jurisprudences constantes que pour qu'un droit d'auteur naisse, il faut que l'œuvre soit originale, c'est-à-dire qu'elle reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur. Et donc, les œuvres d'art appliquées peuvent être protégées aussi bien par le droit d'auteur que le dessin et le modèle. C'est ce qu'on appelle, au fait, le principe de cumul de protection. En France, il est consacré depuis très longtemps. Il est également consacré dans la législation communautaire. Et la France a toujours, la France, c'est comme le pays où le droit d'auteur est né, il ne faut pas oublier. Elle a toujours accordé la protection par le droit d'auteur à des œuvres d'art appliquées de façon assez simple, assez facile, contrairement à d'autres pays comme l'Italie ou le Portugal, qui ont toujours exigé, jusqu'à présent, qu'il y ait également une valeur artistique. Et donc, c'était très compliqué d'obtenir une protection par le droit d'auteur. Et justement, on a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 12 septembre 2019, dans une affaire Cofemel contre Gestar, qui est justement venue donner des précisions sur le critère d'originalité pour des œuvres des arts appliqués. Dans cette affaire, c'était des modèles de vêtements, des t-shirts, des jeans, donc des modèles utilitaires. Et les tribunaux portugais avaient saisi la Cour d'une question préjudicielle concernant les critères de protection de modèles utilitaires. La Cour a jugé, c'est de jurisprudence constante, que le droit d'auteur, pour qu'il y ait un droit d'auteur, il faut que la création soit originale, donc c'est-à-dire reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur en manifestant des choix libres et créatifs. Donc, c'est les critères de protection qu'on connaît et rien de plus. Et c'est pour ça que cette décision est très importante parce qu'elle a invalidé toute initiative nationale, comme en l'espèce le droit portugais, qui exigeait en plus un critère esthétique. La Cour de justice va encore plus loin dans ce fameux arrêt que vous avez évoqué du 24 octobre dernier dans l'affaire Quantum Vitra. Alors justement, dans cet arrêt, la CJUE renforce la protection des œuvres des arts appliqués. Qu'est-ce que ça change avec cet arrêt au niveau de la protection des œuvres des arts appliqués? Je pense que ce qui est important, c'est déjà un peu d'expliquer le contexte. En fait, cette affaire concerne l'application de la Convention de Berne dans l'Union européenne. La Convention de Berne, c'est quoi? C'est une convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Elle date de 1886, donc c'est un outil législatif conventionnel très ancien et a été signée par plus de 180 pays. Elle repose sur plusieurs principes fondamentaux et contient une série de dispositions pour renforcer la protection par le droit d'auteur. L'un des principes fondamentaux de cette convention, c'est le principe du traitement national. C'est-à-dire que dans tous les pays signataires de cette convention, les auteurs étrangers vont bénéficier des mêmes droits que les auteurs nationaux. Il y a une exception et elle concerne les œuvres des arts appliqués. D'accord. Et que dit cette exception?
Cette exception, c'est la fameuse règle de réciprocité matérielle qui dit que lorsque les œuvres d'art appliquées originaires de pays dans lesquels elles sont uniquement protégées par les dessins et modèles, eh bien, dans ce cas-là, elles ne pourront pas bénéficier dans les autres États signataires du cumul de protection avec le droit d'auteur. D'accord. Et la raison de cette clause, c'est cette règle de réciprocité, c'est-à-dire qu'on va appliquer le traitement national, mais seulement si le pays d'origine l'applique aussi. D'accord. Et cette différence de traitement a été réglée pour les œuvres dont le pays d'origine est un État membre de l'Union européenne, car la Cour de justice a considéré que cette règle de réciprocité matérielle était totalement contraire au principe de non-discrimination dans une affaire du 19 juin, 2005, dans une affaire Todd. Mais par contre, là où on se posait la question, on s'est dit, OK, pour les objets en provenance de pays de l'Union européenne, c'est réglé. Mais quid alors des objets pays tiers? Voilà, des pays en dehors de l'Union européenne. Et c'est là où, justement, la Cour de justice va apporter une réponse dans son arrêt du 24 octobre 2024. Elle concernait, au fait, la fameuse chaise Dining Thatcher Wood, la DSW. C'est une très, très belle chaise de design qui a été créée par le célèbre couple de designers américains Charles et Ray Eames. À l'époque, c'était dans le cadre d'un concours organisé par le Museum of Modern Art de New York en 1948. Et après, elle était exposée dès les années 50. Elle est devenue iconique. Et le fabricant suisse de mobilier Vitra est devenu titulaire des droits d'auteur sur cette chaise. Vitra a constaté qu'une société Quantum qui commercialisait du mobilier en Belgique et aux Pays-Bas vendait des chaises sous la dénomination Chaise Paris qui copiait quand même cette chaise DSW. D'accord. Elle a donc assigné Quantum en contrefaçon de droit d'auteur. Et le tribunal de La Haye a estimé que Quantum n'enfreignait pas les droits d'auteur. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'elle a appliqué la clause de réciprocité matérielle. Ces chaises sont uniquement protégées par le dessin et modèle aux États-Unis, qui est le pays d'origine, et pas par le droit d'auteur. Donc au Benelux, elles ne pourront pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur. L'affaire, elle est montée jusqu'à la Cour suprême des Pays-Bas qui a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles. Que dit la CJUE pour avancer? La CJUE, elle explique que l'objectif de la directive sur le droit d'auteur de 2001 est justement là pour harmoniser au fait le droit d'auteur, et donc elle prend en compte l'intégralité des œuvres dont la protection est demandée dans l'UE. Donc elle ne va pas faire de différence de traitement, on va dire, par rapport aux conditions d'origine du pays ou de nationalité des auteurs. Et justement, c'est la raison pour laquelle la Cour de justice a estimé qu'un État membre de l'UE ne peut pas, par dérogation aux dispositions du droit de l'UE, appliquer cette clause de réciprocité matérielle contenue dans la Convention de Berne à une œuvre dont le pays d'origine n'est pas l'UE. Donc ça, c'est vraiment une disposition très importante et ça montre la volonté de la Cour de justice de poursuivre l'harmonisation du droit d'auteur dans l'UE dans la lignée de l'arrêt Kouffi-Hamel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pourquoi il y a cette volonté d'harmonisation de la Cour de justice? Parce que contrairement à des droits de propriété intellectuelle enregistrés comme les marques, le dessin et modèle ou le brevet, où on peut avoir des titres unitaires qui sont valables dans toute l'Union européenne. En droit d'auteur, on n'a pas ça, c'est pas déposé. Donc, on n'a pas cette harmonisation qui puisse être faite. Et en France, on était dans quelle situation jusqu'à présent? Eh bien, écoutez, en France, les juridictions françaises ont jusqu'à présent toujours appliqué la clause de réciprocité matérielle, notamment dans un arrêt assez récent d'octobre 2020, qui concernait le même type de mobilier. C'était une chaise Tulipe qui avait été créée par Eero Saarinen. Pour finir, quelles sont les conséquences pratiques de cette décision? C'est une avancée très importante, vraiment, cette décision, parce que finalement, l'existence de cette clause de réciprocité matérielle, elle conduisait vraiment à des situations totalement aberrantes, parce que des icônes de design, comme les icônes dont je vous ai parlé précédemment, ne pouvaient pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur en France, au simple motif qu'elles étaient originaires des États-Unis. Elle permettra donc aux titulaires de droits sur des œuvres en provenance de pays tiers de mieux s'armer contre des contrefaçons qui pullulent vraiment dans le domaine du design. Et elle permettra aussi, et ça c'est très important, d'avoir accès à des actions qui sont réservées aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, comme par exemple les saisies douanières ou les saisies contrefaçons. C'est donc une immense avancée et cette décision ne peut être qu'applaudie. On va finir là-dessus. Merci Sandra Strittmatter. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Franklin. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.